Stop! Viens découvrir l'apnée dans les plus beaux lacs alpins d'Europe. Thonon, Évian, Annecy et le lac du Bourget. Explore un environnement unique, une équipe pédagogique au top et des installations incroyables. Et avec France Apnée, c'est toute l'année. Retrouve-nous sous la glace à Tignes, Courchevel et Montriond. Envie de te former? Tu es au bon endroit, du baptême jusqu'au niveau instructeur. Bref, france-apnée.com. À bientôt! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Born-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Cet épisode est sponsorisé par POA, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POA Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Salut la Freediving Family, c'est Julien. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Pierre David, préparateur mental, coach, mentor et fondateur de l'Académie de la haute performance. Son équipe accompagne aussi bien des athlètes de haut niveau, des compétiteurs amateurs, que des chefs d'entreprise. Pierre, c'est des centaines d'athlètes suivis, plusieurs médailles aux Jeux Olympiques. Ancien membre de l'équipe de France de savate, il a lui-même connu l'échec, plusieurs fois, en finale, à quelques centimètres de la médaille d'or. Pas à cause de sa technique de combat, pas à cause de sa condition physique, mais à cause de son mental. C'est suite à ces échecs qu'il s'est formé à tout type de techniques pour renforcer son esprit, que ce soit la sophrologie, l'hypnose, la méditation ou du coaching classique. Rien ne fonctionnait vraiment et rien n'avait vraiment d'impact jusqu'au jour où il découvre la technique de dépolarisation. Alors, comment débloquer son mental? Comment muscler son esprit? Comment libérer une identité réprimée, une identité gagnante? Comment mettre son corps en action pour incarner ses objectifs? Comment ne plus avoir peur du regard des autres? Et surtout, la dépolarisation, c'est quoi et comment l'utiliser? Vous allez découvrir dans cet échange passionnant avec Pierre David tout cela. Un petit mot avant de commencer, chers auditeurs, chères auditrices, cher David et chers sponsors de cet épisode, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore de ma voix dans cet épisode. Il faut croire que l'enterrement de vie de garçon de mon pote PY m'a coûté quelques neurones et j'ai malheureusement oublié le câble de mon micro. J'en profite donc pour souhaiter un magnifique mariage à Pierre-Yves et Constance. Et si vous aussi, après 30 ans, danser toute la nuit, refaire le monde jusqu'à 4h du matin pendant 3 jours, enchaîner karting et paintball vous laisse un petit peu HS côté mental, cet épisode est pour vous. Que vous soyez un athlète de haut niveau ou un trentenaire fatigué en lendemain de VG, préparer son mental, c'est une des clés essentielles pour réussir et atteindre ses objectifs. Pierre David, la dépolarisation. La technique magique de préparation mentale? Point d'interrogation, entre guillemets. C'est sur la Freediving Family et ça commence maintenant. Et bien sûr, abonnez-vous. Bonjour Pierre. Salut Julien. Bienvenue sur la Freediving Family. Je suis hyper heureux de te recevoir. J'ai pu t'entendre un peu partout sur Internet et sur différents podcasts, notamment sur Extraterrien, où j'avais dévoré ton podcast. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, Julien. Pendant que j'écoutais tes interviews, il y a un concept dont tu parles tout le temps, c'est la dépolarisation. Le concept de dépolarisation, personnellement, ça ne me parlait pas du tout.
Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et est-ce que tu peux nous donner des exemples qui ont fonctionné sur des athlètes ou des chefs d'entreprise que tu accompagnes? Ouais, ben, en fait, la dépression, c'est né de mon propre parcours de sportif de haut niveau. Donc, moi, j'étais en équipe de France de savate boxe française en 2014, en 2015. Et à mon actif, j'ai plus de 5, j'ai 5 finales de championnat de France de savate boxe française. Et j'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Et à chaque fois, moi, que j'arrivais en finale, eh bien, je perdais mes moyens. J'étais juste pas dedans, en fait. Donc, je me forçais, j'essayais de me motiver, etc. Mais le corps ne s'engageait pas dans l'action. Et donc j'avais commencé depuis 2011 hein, quand même maintenant, j'avais commencé l'hypnose, la sophrologie, j'avais la préparation mentale classique en équipe de France. Et toutes ces méthodes, même si elles m'avaient aidé, m'avaient pas vraiment transformé, enlevé mon blocage. Donc je me suis même moi-même formé, que ce soit en hypnose, en coaching classique. Je suis parti 20 jours méditer chez des moines dans le silence en Thaïlande. Et encore une fois, ça m'avait aidé, mais j'avais pas la réponse à mes questions. Et en fait, ces réponses-là, j'ai trouvé avec le docteur John DeMartini, qui donnait des cours à Londres, donc un Américain. Et en fait, sur un process qu'il a fait, j'ai senti que je me suis débloqué. Et du coup, moi, j'ai testé avec un sportif, deux, trois, quatre. J'ai eu des résultats qui étaient vraiment au top, quoi. Il y a eu des gens qui faisaient depuis 2 ans de la préparation mentale classique et qui sont d'un seul coup devenus champions du monde alors qu'ils étaient sur les marches du podium à chaque fois, des médaillés olympiques aussi que j'ai accompagnés. Et donc, en fait, c'est là où j'ai créé et amené cette méthode en France qui s'appelle la dépolarisation, qui permet d'enlever un blocage spécifique dans un temps, en un minimum de temps. Et c'est là où on vient disrupter la préparation mentale classique parce que nous, on n'est pas sur des accompagnements long terme, on est vraiment sur du court terme en montrant qu'un blocage, ça peut s'enlever rapidement. Et Pierre, du coup, est-ce que ces recherches, tu les as fait quand tu étais athlète dans l'équipe de France? Et est-ce que tu es sorti sur une victoire ou la victoire était au milieu? Est-ce que tu Alors, t'es fait gagner toi-même grâce à tes recherches sur le coaching mental? Alors, en fait, moi, quand j'ai arrêté les compétitions et c'est là où j'ai commencé à vraiment me former après. Et moi, la seule finale de championnat de France que j'ai gagnée, c'était une finale de championnat de France universitaire. Et là, j'y suis allé en mode, bah, c'est normal que je gagne. Je suis en équipe de France en fédéral. Je vois pas pourquoi je perdrais en universitaire. Et du coup, j'ai sorti des gars qui est sur le papier, parce qu'en universitaire, c'est une autre discipline. C'est pas, moi, en fédéral, je boxais en combat, donc vraiment on tape fort. En universitaire, il n'y a pas le droit de taper fort, on est jugé sur la technique. Et il y a des gars qui, sur le papier, étaient beaucoup plus techniques que moi, mais pour autant, je les battais. Donc je voyais que j'avais pas la même identité. Après, quand je me suis formé, quand j'ai vu que j'ai débloqué plein d'athlètes et que j'ai eu dès les premiers champions du monde, je me suis dit, OK, en 2019, je vais reprendre une année de boxe. Donc, juste avant le Covid, j'ai repris une année de boxe. J'ai pas gagné. Voilà, niveau physique, j'ai quand même bien perdu. Mes jambes étaient pas revenues à la vitesse qu'elles avaient. Par contre, j'ai fini le combat en étant vraiment content de moi-même. Mais en fait, là, j'ai tout donné et j'avais pas de regrets. J'avais pas de regrets. Donc, c'est là où j'ai pu dire, OK, en fait, ce que je fais, ça fonctionne, quoi. J'ai repris du plaisir en compétition, chose qui m'était jamais arrivée sur des grosses compétitions à l'époque. Et aujourd'hui, est-ce que tu as envie de reprendre la route des compétitions, que ce soit en boxe savate ou dans un autre sport? Ah non, pas du tout. Non, 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 là, c'est depuis 2020, j'ai vraiment 2021, je crois que c'est en 22, je me suis tâté à reprendre une année et je me suis blessé plusieurs fois. Et là, j'ai vu qu'il fallait que je fasse le deuil du moi sportif compétiteur et aujourd'hui, la compétition, je la retrouve dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est plus ça la compète, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est super. On échangeait par message. Tu me disais, ouais, là, je suis en séminaire aux États-Unis. Tu voyages beaucoup, donc tu vis vraiment ton rêve d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, je repars mercredi aux États-Unis encore pour me former de nouveau avec un autre mentor. D'ailleurs, c'était ma question 7. Je vais sauter dessus maintenant. Dans le milieu du coaching sportif ou même dans le coaching des entrepreneurs, qui t'inspire ou quels sont les grands noms en France? Ah, en France, il n'y a pas grand monde qui. Alors, dans les entrepreneurs aussi, ou Ouais, que. Alors, entrepreneurs et sportifs, ouais. ouais, ah oui, pardon, entrepreneur et sportif, j'ai compris dans le coaching. Alors, entrepreneur, il y a qui en France qui peut m'inspirer?
J'avais rencontré à l'époque le gars de Blablacar, j'avais bien aimé Frédéric Mazella. Il y a Anthony Bourbon, je pense, pour qui disrupte un peu, où lui, il va admettre ses ambitions, etc. Tu vois, Anthony Bourbon fait partie des gens où je me dis, ok, lui, il montre qui il est, il a pas peur de ça. Donc dans ce sens-là, il m'inspire. J'ai mon pote Alexandre Dana de Live Mentor. Voilà, ce sont des gens qui ont des points de vue sur l'entrepreneuriat qui sont inspirants. Voilà. Ok. Et Anthony Bourbon, il fait quoi exactement? Anthony Bourbon, il a créé Feed, il a créé aussi un fonds d'investissement qui s'appelle Blast Club. Et lui, justement, il a un parcours où il vient des classes populaires et il s'est vraiment construit avec une rage de vaincre. Donc, vraiment, il polarise les gens. C'est soit les gens l'aiment, soit ils l'aiment pas. Ouais, je Euh, comprends complètement. Parce qu'il va vraiment, lui, il ose se mettre en avant, il ose dire, moi j'ai envie d'avoir de l'argent, etc. Et j'ai envie d'être riche, et il va vraiment l'oser à vive voix. Et donc je trouve qu'il y a un côté inspirant dans le fait d'admettre ses ambitions, chose qui, en fait, en France, beaucoup de sportifs et même entrepreneurs vont être bridés par ça, parce que en France, par exemple, on va pas oser dire j'ai envie d'être champion du monde. On va Hmm. dire non mais ça se fait pas, c'est arrogant de dire ça. Et moi, par exemple, à l'époque, moi, c'était facile pour moi de dire je serai en équipe de France de boxe. Par contre, quand c'était pour dire j'irai au championnat du monde, je me disais mais non, ça se fait pas, c'est arrogant. Euh, je suis qui pour dire ça? Les autres aussi s'entraînent autant, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tout le travail qu'on fait, nous, avec les sessions de dépolarisation, c'est d'enlever cette charge émotionnelle d'être arrogant ou humble pour être ni l'un ni l'autre et être juste soi-même. Et c'est là où je pense que Anthony Bourbon, pour moi, représente bien ça, parce qu'il n'a pas peur de se faire juger. Et il a ses ambitions et les gens aiment ou aiment pas, en fait, c'est pas son problème. Et le but pour les sportifs au maximum, pour enlever les blocages, c'est de leur montrer aux sportifs, en fait, si tu as un rêve, si tu as un objectif, tu as le droit de l'avoir. Et peu importe si tu dis je vais être champion du monde, peu importe si tu y arrives ou pas, en fait, c'est pas grave, mais c'est le centre de la cible. Tu vois, j'aime bien l'exemple du tir à l'arc. Genre, le tir à l'arc, le gars, mettons, il est à 20 mètres ou à 30 mètres, tu vas le voir, tu dis, attends, tu vises où? Je vise le petit point rouge tout au milieu. Mais non, mais t'es fou, c'est trop loin, tu vas jamais y arriver. Ah ouais, t'as raison, je vais viser à côté. Tu vois, pour nous, c'est la même chose, en fait. Si t'as un objectif au fond de toi, et c'est la cible, et on s'en fiche de y arriver ou pas, c'est être capable de le dire, en fait, mon objectif, c'est être champion du monde, et c'est OK, en fait. Est-ce que pour réussir, du coup, il faut accepter de se dire, je ne vais pas être aimé par tout le monde, Ouais, et oui, je vais déranger, et ouais, aussi, bah, je vous emmerde, ouais. et c'est comme ça. Exactement, tu as très très bien résumé. En fait, plus on va être soi-même, plus on va polariser. Polariser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être aimé pour qui on est et on va être détesté pour qui on est. À l'inverse, quand on n'ose pas être nous-mêmes par peur d'être jugé, on n'est pas trop aimé et en plus on est aimé pour qui on n'est pas et on n'est pas trop détesté et si on est détesté, c'est pour qui on n'est pas. Donc, quand tu comprends ça, Ouais. tu sais quoi, quoi qu'il arrive dans la vie, je serai jugé, je serai aimé et détesté au même degré. Par qui ai-je envie d'aimer? Par qui ça me dérange pas d'être détesté? Et auquel cas, je vais admettre haut et fort mes idées et je suis prêt à me dire, il y a des gens qui ont détesté. Moi, quand je jouais avec l'Académie de haute performance, quand j'ai commencé, alors j'avais juste 30 ans, j'étais tout fou, en mode, je voulais révolutionner la préparation mentale en France et je me suis fait plein d'ennemis sur la préparation mentale. Pourquoi? Parce que je disais haut et fort, la préparation mentale classique, c'est trop lent, la sophrologie, la méditation, l'hypnose. C'est bien, mais c'est pas ça qui va résoudre ton blocage de manière rapide et spécifiquement de manière rapide. Et du coup, forcément, je me suis fait plein d'ennemis du côté des préparateurs mentaux. Et par contre, il y a des sportifs que j'ai, et je pense que c'est pour ça que la boîte a grossi aussi vite. Il y a des sportifs qui sont reconnus dans mon discours. Hmm. Et donc, c'est se dire à un moment donné, mon rêve est tellement grand, et tellement, pardon, pas tellement grand, mais mon rêve est tellement important pour moi que il est plus fort que le regard des autres. Hmm. Et quand on arrive à ça, en fait, on sent que le corps s'engage dans l'action. Parce que si on n'arrive pas à admettre l'objectif comme si notre objectif n'est pas plus grand que le regard des autres,
eh bien, en fait, l'objectif, il va rester dans la tête, il va pas être incarné. Incarné, c'est incarnis, c'est dans la chair. Il va pas être dans la chair, et le corps va pas s'engager dans l'action. Et c'est là où on va s'auto-saboter au dernier moment. Ouais. Et Pierre, bah, tu sais, moi je coach aussi des athlètes pour la profondeur. Ouais, Euh, et j'ai souvent remarqué que les hommes sont dans l'action, sont dans le faire, et les ouais. femmes sont plus dans la réflexion, dans la pensée. Euh, Mm. et souvent j'ai du mal à amener les femmes vers le penser, le faire, le réfléchir, le analyser, à juste, avec une amie on dit ça, c'est shut up and do it. Ouais, Euh, grave. Ouais. et toi, fais-le. En fait, arrête de penser, de tout analyser. Les choses vont venir parce que tu fais. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué et est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour mieux accompagner les gens qui sont trop dans la réflexion et pas assez dans l'action? Ouais, alors là, pour ces gens-là, c'est arriver à voir quelles sont les peurs qui peuvent être associées au fait que les personnes ne vont pas dans l'action. En fait, à chaque fois, il y a un système de priorité. Les gens fonctionnent par priorité. Priorité consciente ou inconsciente. Et donc, se dire, OK, quand la personne est dans la réflexion, ça veut dire qu'elle priorise autre chose que juste passer à l'action. Et donc, c'est arriver à comprendre qu'est-ce qu'elle priorise là. Hmm. Est-ce qu'elle priorise le fait, ouais, mais si j'échoue, si j'atteins pas mon objectif, s'il y a un accident, tu vois, et arriver à voir quelles sont toutes les priorités inconscientes pour pouvoir ensuite bah, bosser dessus afin que ça prenne plus d'espace mental pour que la personne juste fasse ce qu'elle a à faire. Ok, trouver les priorités inconscientes, les casser Ouais, et pour amener ouais, à agir. Je suppose que dans ton métier, tu es amené plus à parler et à dire des il faut, et que une des étapes peut-être les plus importantes, c'est un peu comme un commercial, ça va être l'écoute active. Tu dirais que c'est quoi les grandes qualités d'un coach pour bien accompagner? ouais. Alors nous justement, c'est marrant quand tu dis il faut, parce que ça nous on le fait pas du tout. Tu vois, les gens ont vraiment le Nous, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est de débloquer l'identité qui est réprimée et donc de faire en sorte qu'il y ait un passage à l'action qui se fasse tout seul. C'est-à-dire que nous, on donne pas de conseils ou très très peu. On va juste poser des questions qui va faire qu'à un moment donné, le cerveau va prendre conscience d'une chose et il y a une charge émotionnelle qui va s'enlever et la personne passe à l'action toute seule derrière. Et c'est là où ce qu'on fait est vraiment en train de bah, différent de ce qu'on entend sur le coaching classique. Parce que nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de mise en place, il n'y a pas de mise en place consciente derrière, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de mise en place d'objectif. On se dit que la personne, elle sait ce qu'elle a à faire et que juste en enlevant la charge, elle va passer à l'action. Hmm. Donc pour moi, vraiment les conseils les, les- pour bien coacher, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir une très bonne écoute active, une très bonne écoute pour capter les peurs qu'il peut y avoir en dessous de ce que la personne veut vraiment, tu vois, vraiment la face qui est immergée de l'iceberg. Et ensuite, pour moi, c'est vraiment s'affûter à poser des questions, savoir poser la question qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de conscience et la personne va se dire, wow, merde, j'avais pas vu les choses sous cet angle. Et bon, bah, ok, je passe à l'action en fait, je me pose plus de questions. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui, dans la vie, ça fait 20 30 ans, dès qu'il prend des décisions, il résulte souvent d'échecs et de déceptions et qui ne croit plus en lui pour, euh, pour faire des choix, définir des objectifs Hmm, et se mettre en mouvement. Quelqu'un, tu vois, qui échoue en fait de décennie en décennie, que ça soit hmm. dans la vie amoureuse, dans la vie sportive, la vie professionnelle et qui n'a plus vraiment confiance en soi. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des gros déblocages ou c'est un peu, Ouais. c'est mort? Ouais, il peut y avoir des gros déblocages. Tu vois, moi, j'en ai eu un à mon séminaire TIT, là, il y a 1 ou 2 semaines. Une dame qui avait 79 ans, qui Ouais. traîne un truc depuis 2007 et elle avait fait bah, quasiment 20 ans de thérapie, quoi, depuis 2007. Et nous, en 2 jours, elle s'est débloquée. Donc, on peut en avoir des gros. En fait, c'est important de comprendre que l'échec, c'est simplement une perception incomplète, incomplète d'un événement. Donc, la personne qui enchaîne d'échec en échec, en général, c'est qu'elle essaye de très probablement, hein, je vais mettre des guillemets quand même, mais très probablement, c'est qu'elle essaye à chaque fois de compenser et elle n'est pas contente d'avoir échoué, du coup elle veut refaire et à chaque fois elle revit la même situation. Or, si on vit la même situation, si on attire les mêmes personnes,
si on attire si on revit le même type de circonstances, c'est que très probablement qu'il y a une charge émotionnelle qui nous fait revivre ça en boucle. Tu vois, c'est des scénarios que les gens répètent pendant des années et des fois ça peut durer des dizaines d'années. Et du coup, moi c'est là où je me raccroche à la phrase qu'on a à l'Académie d'Haute-Performance, qui est l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. L'important, c'est pas le résultat qu'on a, c'est qui tu es en train de devenir à travers ça. Et si la personne, tu la prends vraiment, tu la cales sur le plus loin, l'échec le plus loin qu'elle a eu perçu et le plus traumatisant, par exemple. Tu l'arrêtes à ce moment-là et tu lui dis, OK, arrête-toi sur l'image où tu as eu ton échec, là, voilà, t'es présente à ça, ressens quand tu es dans l'échec, OK, à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, quels ont été tous les bénéfices pour toi d'avoir échoué, mais tu lui fais noter 15, 20, 30 bénéfices. Et vraiment, en étant collé, le cerveau, l'image de la personne doit être collée au moment d'échec, jusqu'à aujourd'hui, elle doit remonter le fil, et ensuite tu lui fais noter, OK, ça aurait été quoi les inconvénients s'il n'avait pas échoué? Et là, la personne va voir qu'elle n'aurait pas du tout appris les mêmes choses, elle n'aurait pas développé certaines capacités, et en fait, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Et jusqu'à temps que la personne lâche, qu'elle ait des larmes de gratitude pour ça, et en fait, elle va voir, waouh, mais en fait, j'ai pas échoué. Ça m'a juste amené plein de choses d'une manière différente. Donc oui, j'ai pas atteint l'objectif à l'instant T, mais par contre, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées. Et tu lui fais ça sur trois quatre événements de sa vie. Là, tu vois que la peur de l'échec, elle va diminuer. Si la peur de l'échec était à 10 sur 10, elle va diminuer à 1 sur 10 ou à 2 sur 10, 1 sur 10, voire 0 sur 10 pour certains. Moi, tu vois, quand je travaille avec des athlètes, des fois, ça m'est arrivé une ou deux fois de leur dire ça. Tu vois, moi, a priori, bah, justement, ça répond à la question au début. A priori, en 2015, j'arrête sur ma dernière finale de championnat de France à Pierre de Coubertin, à Paris, où je perds encore une fois. Je me dis, putain, je passe encore à côté. Pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de questions, de résultats en compétition? Je suis vraiment trop nul, etc. Sauf que ce que je savais pas, c'est parce que j'avais perdu cette finale-là encore une fois et que j'avais eu un moment de down et un moment horrible pour un sportif que derrière, j'allais autant me former sur l'être humain sur les 10 années qui allaient suivre. Et c'est grâce à ça que je me suis formé avec des grands mentors américains, que j'ai fait un all-in sur toutes mes économies à l'époque pour me former dans le dev perso, aller plus loin qu'en France, et que j'ai amené la dépolarisation du coup en France à plein d'athlètes. Et finalement, si je n'avais pas perdu ces finales-là, bah, j'aurais juste fait de la préparation mentale classique en France et j'aurais pas changé le monde de la préparation mentale en Ouais, France. Tu vois, aujourd'hui, la dépolarisation, on a des athlètes de haut niveau qui commencent à le faire sur d'autres athlètes. Donc tu vois, est-ce que c'était un échec ou est-ce que c'était une préparation à l'avenir? Donc si tu prends quelqu'un qui vit des échecs en boucle, tu leur dis, OK, c'était quand le pire de ton échec? Et tu prends ça et boum, tu fais nous, ce qu'on appelle euh, la dépolarisation dessus de la peur. Et tu le fais sur trois quatre événements, tu vas voir que tu fais ça, la personne, son niveau de peur d'échouer elle va complètement s'atténuer. hmm. Et est-ce que en ayant des conversations assez sérieuses et profondes avec tes athlètes, tu as réouvert un peu des boîtes de Pandore et tu as été obligé de les rediriger vers des professionnels de santé mentale, des psychologues, psychothérapeutes ou des choses comme ça? Non, 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 aujourd'hui, c'est jamais arrivé. Si la personne a, c'est pas arrivé sur les athlètes. Ça peut arriver sur des personnes, mais là, c'est plus un problème de casting, on va dire. Au départ, on n'aurait pas dû bosser avec, et du coup, on dit, OK, on va arrêter de bosser ensemble, et je te conseille d'aller voir un psy, reviens plus tard. Mais un athlète qui a vraiment envie d'atteindre ses objectifs, même si on ouvre la boîte de Pandore, il va être en mesure d'aller là-dessus, de traiter ça et de pouvoir avancer. Ok. Et tu as Mm. déjà eu des athlètes où on bosse sur. Moi, je te dis, par exemple, je veux aller au championnat du monde d'apnée profondeur, j'aimerais faire un podium. Et puis, Mm. on discute, tu me coaches, et à la fin, je me dis, bah non, en fait, je me suis trompé d'objectif. Tu as déjà eu des Ouais. athlètes qui ont redéfini leur Ouais. objectif et qui ont tout retourné, bah voilà, je vais faire autre chose. Ouais, exactement, ça s'est arrivé, du moins qu'on retournait ou qu'on ajustait. Tu vois, nous, c'est vrai qu'on parle souvent plus d'ajustement. Tu vois, dans la vie, on s'ajuste, on essaye d'être, entre guillemets, aligné. Des fois, on réajuste les choses. Et en effet, des fois, nous, on a une séance qui s'appelle le prix à payer. Donc, tu vois, que je décris bien dans mon livre Préparation mentale gagnante. Euh, on a une séance qui s'appelle le prix à payer, qui est vraiment, je vais voir tous les inconvénients de mon objectif et tous les bénéfices si j'ai pas mon objectif. Et en fait, en faisant ça, les gens, des fois, ils disent, ah, mais si je regarde tous les inconvénients de mon objectif, j'ai plus être motivé pour ça. Bah, si t'es plus motivé,
c'est que l'objectif n'est pas fait pour toi, en fait. Mm. Et donc, ça peut arriver, c'est rare, hein, c'est rare, mais c'est arrivé sur certains athlètes qui disent, bah, tu sais quoi, là, en fait, je sens que je suis plus aligné vers mon objectif. Et là, j'ai un exemple hyper concret pour ça. C'est un gars, bref, il avait été blessé pendant un an, et un athlète, et c'était en 2000, attends, ça devait être 2022, je crois, blessé, il reprend les compétitions 2023, boum, il retape champion de France. Donc, il se requalifie en lice pour les Jeux Olympiques. Et en fait, il part sur l'île de la Réunion et là-bas, il rencontre une fille, il tombe amoureux et il se dit, tiens, je vais vivre à la Réunion. Et moi, je prends des nouvelles comme ça. Je suis alors, ça avance quoi? T'en es où dans la prépa pour les jeux? Il faut pas, tu sais quoi? Les jeux, je vois que ça, c'est pas ce qui rend heureux à long terme. Ce qui rend heureux à long terme, c'est de construire quelque chose sur l'île de la Réunion. Et il a arrêté, en fait, il a renoncé d'aller aux Jeux Olympiques pour vivre sa vie sur l'île de la Réunion. Et là, tu fais, waouh, ok. Tu vois, donc ça peut arriver, en fait, que les gens, vu qu'ils sont plus conscients, ils courent plus après l'objectif en pensant que ça va les rendre heureux, mais ils se servent de l'objectif pour pouvoir évoluer et grandir. Et si l'objectif n'est plus adapté à qui ils sont, ils vont se réorienter vraiment en conscience, dans le bien-être, sans se minimiser, sans dire je suis trop nul ni rien, mais vraiment juste parce que, ils sentent que l'objectif les inspire plus, quoi. Mm. Ok. J'aime beaucoup quand tu parles de faire une liste Mm. Je crois qu'avec une athlète, tu avais fait avant les JO. C'était une femme, tu lui avais dit d'écrire 50 inconvénients et Ouais, 50 bénéfices. ouais, Et ça l'avait complètement décomplexé de perdre. exactement. Et le paradoxe, tu vois, c'est marrant parce qu'on en parlait encore récemment, j'en parlais encore récemment. Où le paradoxe, euh, c'est au moment où j'accepte et que j'aime l'éventualité que je peux perdre, que je perds plus. Parce que, en fait, c'est simple, c'est se dire, c'est imaginer, j'ai l'objectif d'être champion du monde. Voilà, ça c'est l'objectif. Et d'un seul coup, j'ai peur de pas l'être. Du coup, c'est comme si on mettait c'est comme si on fixait une droite à la verticale avec l'objectif et là où je suis. Et au moment où il y a la peur qui arrive, eh bien, ça veut dire qu'on commence à avoir une image de la peur, c'est comme s'il y a une tangente. Tu vois, et du coup, ça fait un angle, par exemple, à 45 degrés vers la peur. Et Mm. donc, comme dit le docteur Joe Dispenza, là où va notre attention et là où va notre énergie. Et donc, c'est-à-dire que si on a peur d'échouer, ça veut dire qu'on met un petit peu d'énergie sur la peur de l'échec. Et donc, l'énergie qui est sur la peur d'échouer, elle n'est pas surgagnée. Alors que quand on va dépolluer et quand on va aller voir, ok, c'est quoi tous les bénéfices pour toi de perdre? Et c'est quoi tous les inconvénients si tu perds pas jusqu'à temps qu'on se dise, ah mais en fait si je perds, c'est pas grave. Et bien du coup ça permet de plus avoir peur de perdre et parce que j'ai plus peur de perdre, je peux me concentrer pleinement sur gagner. Et Pierre, je suppose que tu as coaché des centaines d'athlètes. Si tu veux te faire un petit podium, le top 3 des croyances limitantes ou le top 3 des sujets qui reviennent toujours sur la table, et je précise bien pour nos athlètes français, hein, je dis bien français parce que quand on est un athlète américain ou allemand, on n'a pas du tout la même culture. C'est Euh, clair. Quels sont les top 3 des sujets qui reviennent sur la table? Ah bah, le premier déjà c'est je suis qui, tu vois, le je suis qui Hmm. pour gagner, tu vois. Et donc à être polarisé sur la notion d'humilité et d'arrogance. Nous le premier qu'on demande à un athlète c'est quels sont les traits de caractère qui t'agacent chez les autres? Et si le trait de caractère arrogant ressort, on sait que l'athlète va automatiquement se minimiser et donc ne va pas être engagé corps et âme sur les grandes compétitions. Parce qu'il s'autorise pas à aller chercher la victoire. Ok, donc les quatre étapes de la réussite, c'est vraiment en un, c'est l'autorisation, et ça c'est le plus important. L'autorisation amène l'attraction, c'est-à-dire que mon cerveau s'ouvre sur un autre champ des possibles. Ensuite, on assume le prix à payer et on passe à l'action. Mais du coup, l'autorisation est le truc le plus important. Si on s'est pas autorisé inconsciemment à atteindre notre objectif et à le vivre, alors on va tout le temps, on va probablement tout le temps se saboter. Donc ça, ce serait le premier grosse croyance, ce serait enlever la notion d'arrogance et d'humilité. Ça serait la première grosse croyance. Euh, la deuxième, ça pourrait être, je pense quand même sur les athlètes, il y a à la notion qui peut être liée pour certains aux finances, tu vois. Genre certains qui sont sportifs de haut niveau, ils pensent que bah, parce que je suis sportif de haut niveau, je devrais avoir des sponsors, les gens devraient me soutenir, etc. Euh, et là-dessus, on a un gros travail à faire en France d'apprendre aux athlètes à devenir autonomes et pas devenir dépendants
des autres parce que c'est pas parce que tu es athlète qu'on va te filer de l'argent. En fait, c'est quelle est la valeur que tu apportes et que tout n'est pas, tout ne t'est pas dû parce que tu es athlète. Et si tu es athlète, c'est toi qui as fait le choix. Et donc, tu assumes le prix à payer qu'il y a à ça. Et du coup, le troisième point, ce serait, bah ça c'est propre à d'autres domaines, mais ce serait d'arrêter de croire que le jour où j'aurai mon objectif, alors je serai heureux. Parce que l'objectif, c'est du avoir. Nous, on est des êtres humains, pas des faire humains, pas des avoirs humains. Euh, et le avoir, bah, une fois que tu l'as, ça dure quelques semaines et après, le soufflet, il redescend. Donc, ce serait d'apprendre que, ben, en fait, l'objectif, il va rien changer pour toi. Que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, ta vie, elle va continuer. Tu auras soutien de challenge au même degré, tu auras des problèmes et que tu auras d'autres problèmes d'un autre niveau de complexité. Mais voilà, je pense que ça, là-dessus, il y a un très gros travail aussi à faire de sortir les athlètes de le jour où j'aurai mon titre, alors je serai plus heureux. Ouais. Est-ce que tu as déjà connu des athlètes qui ont eu leur médaille d'or, ils ont eu leur objectif, et Ouais. derrière, bim, énorme dépression et la santé mentale qui se dégrade? Bah, en fait, alors nous, les athlètes qui passent par chez nous avec la séance du prix à payer, forcément, ils sont préparés à ça. Donc, on voit que les gens, ils ont leur objectif et ils sont hyper contents sur le coup, mais ils passent vite à autre chose. Par contre, des athlètes, on a eu beaucoup d'athlètes quand même avant qu'on commence à travailler ensemble, qui étaient en effet, ils comprennent pas pourquoi ils vont pas bien. Le mec, il a été plusieurs fois champion du monde. Putain, mais j'ai réussi mon objectif, je comprends pas. Allez, si je refais champion du monde, là, ce coup-ci, je vais être plus heureux. Hmm. Donc ça, ouais, on l'a. Et il y a une étude qui est sortie en 2021 après les Jeux Olympiques de, après les Jeux Olympiques de Tokyo, qui est sortie au Royaume-Uni. Il est facilement trouvable, cette étude-là, qui montre que 24% des Olympiens sont en état de détresse mentale, c'est-à-dire près d'un athlète sur quatre. Énorme. Donc, C'est beaucoup. c'est énorme, hein. Mais pourquoi? Parce que, et ça, je me rappelle à l'époque sur les réseaux sociaux, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, l'arrivée des Jeux Olympiques de Paris, je, je mettais des posts où je mettais attention, je suis curieux de voir ce qui va se passer après les Jeux Olympiques, faites gaffe et tout. Et il y a des gens qui disaient, mais ça vous arrive d'être positif dans la vie? Mais non, en fait, je connais juste les lois universelles. C'est que, au même degré où tu as un niveau d'euphorie qui est grand, le niveau de dépression sera au même degré que le niveau d'euphorie. Hmm. Et du coup, tous les athlètes qui, en mode, quand ils gagnent, se disent, c'est le plus beau jour de ma vie, tu peux être sûr que dans les 6 mois qui vont suivre, ils vont être en état de dépression. C'est quasiment inévitable. Comme dit le docteur John DeMartini, l'euphorie est un symptôme qui t'indique que t'es pas prêt. Autrement dit, l'euphorie est un symptôme qui te montre que t'as pas vu tous les inconvénients qui vont Ah arriver. ouais, c'est intéressant. Ouais. Hmm. Et donc, c'est ce qu'on appelle la loi de la compensation. C'est-à-dire que plus tu perçois des choses qui t'ont amené des bénéfices, moins tu vois le revers de la médaille. Ouais, mais c'est Et un peu triste et des fois c'est un peu chiant d'être conscient, tu vois. C'est bien de se laisser déborder par l'euphorie, ouais, les bras en l'air, en V, et après tu te prends le pas dans la gueule, mais bon. non, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où moi-même, qui connais ça, bah, tu vois, quand j'atteins un objectif, sur le coup, je suis content, je vais faire ouais, tu sais, j'ai vraiment le côté compétiteur et je sens dans mon corps qu'il y a une chimie, que ce soit de la dopamine, etc., qui est à fond. Mais je suis aussi OK, bah, déjà, à vivre ces émotions qui sont humaines et qui sont propres à l'être humain. Et d'être OK aussi avec le fait que, ouais, mais mon pote, tu sais que c'est pas fini, en fait. Parce que le chemin, tant que tu seras sur Terre, c'est pas fini. Et du coup, ça te permet de vite te remettre en chemin et surtout de vite comprendre les inconvénients qui arrivent. Parce Hmm. que le pire, je pense, c'est de... Tu vois, je sais plus qui est-ce qui disait, la souffrance, c'est de la douleur à laquelle tu n'accordes pas de sens. Donc le pire, c'est de souffrir, mais pas savoir pourquoi tu souffres. Hmm. Encore quand tu as mal et tu sais que ça fait partie du chemin, tu fais, mais c'est pas grave, en fait, ça ira mieux demain. Mais quand tu as mal, mais tu sais pas pourquoi tu as mal et tu sais pas que c'est lié à ce que tu as perçu bien et tu t'es dit, mais le jour où j'aurai ça, je serai le plus heureux du monde, alors qu'en vrai, le jour où tu l'as, tu es le plus heureux du monde pendant une semaine. Et derrière les 6 mois qui arrivent, t'es le plus malheureux du monde, bah là, là tu subis en fait. Hmm. Est-ce que tu as rencontré des athlètes qui sont tellement, ou des entrepreneurs d'ailleurs, qui sont tellement consacrés à leur objectif, qu'ils ont mis de côté un peu la famille et qui, Mm. après coup, regrettent? Donc, je voulais savoir un peu quel était le rôle du temps qu'on accorde à la famille ou à l'amour
chez les athlètes? Et est-ce qu'il y a eu souvent des regrets? Euh, Chez les athlètes, ils sont en plein dedans, du coup. Mais si, quand on. En fait, les athlètes, c'est différent un peu des entrepreneurs. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il est quand même conscient que ça prend du temps et tout. L'athlète aussi, mais c'est plus quand on va poser sur le papier. Ok, c'est quoi les inconvénients de faire ça, 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 ça? Et ce serait quoi les bénéfices si ça n'arrivait pas? Je me rappelle avec un athlète d'ailleurs pour les Jeux aussi, les Jeux Olympiques, quand il a vu les inconvénients, s'il allait aux Jeux, il a dit bah ouais, c'est encore du temps en moins avec ma famille, Mm. c'est du temps que je vais être loin de mon père alors qu'en ce moment il est pas très bien et tout. Donc ça c'est vraiment une prise de conscience. Donc soit les gens acceptent ça et vivent leur prix à payer et se disent bah ok mais mon destin c'est d'aller là-bas et donc j'y vais. Soit justement, au contraire, ils disent, bon, ok, tu sais quoi, peut-être que dans mon objectif, si je m'entraînais un petit peu moins, finalement, ça changerait pas grand-chose. Je serais en meilleure santé mentale et donc je performerais plus. Donc, encore une fois, c'est des ajustements Mm. conscients. Ouais, le prix à payer, des fois, il est dur, hein. Tu vois, là, je suis en Bretagne pour faire un enterrement de vie de garçon. J'aurais dû être en compétition dans le sud Ok. de la France et j'ai fait, bah, en fait, non, je vais pas aller en compétition, je vais pas retenter ma chance pour une sélection en équipe de France parce que ce qui a le plus de valeur pour moi, c'est d'avoir un cœur apaisé, de me dire que j'ai vraiment profité avec les gens que j'aime, les gens que j'aime. Ouais. Et parce que le prix à payer, en finale, pour aller au championnat du monde serait trop cher. Ouais, bah, tu vois, là, bah, c'est top, tu vois, tu as vraiment fait ton choix en conscience, quoi. Mm. Pas toujours simple de faire ces décisions-là. Je peux t'assurer que ça a été de Clair. la torture, mais ouais. Clair. J'avais une question, si tu ne devais donner qu'un seul exercice pour aider un athlète à gagner, qui stresse grandement avant une épreuve, donc c'est pour reprendre un peu ton expérience personnelle, euh, et souvent, parce qu'en apnée, on a 3 minutes avant le top officiel. Et puis nous, on ne Ok. respire pas. On part en profondeur. On peut faire des blessures pulmonaires. On peut se Mm. noyer. On peut faire des blackouts. On peut faire des sambas. C'est vraiment un engagement qui est très particulier. Ouais. Et on peut avoir un niveau de stress. Moi, je suis quelqu'un qui gère bien mon stress, qui est plutôt cool, mais parfois ça monte très fort, très haut, 10, 15 secondes avant de partir. Est-ce que tu as un exercice magique à proposer pour faire redescendre un stress rapidement avant une épreuve sportive? Alors, magique, je sais pas, mais en tout cas, oui, il y aura se rappeler de quoi qu'il arrive, qui ai-je envie de devenir, tu vois. Nous, par exemple, aux athlètes qu'on accompagne, on leur demande souvent de noter avant les compétitions, qui as-tu envie de devenir à travers cette compétition? Que le résultat, tu l'aies atteint ou pas, c'est pas grave. Le résultat, il est soit gagné, soit perdu. Tu as atteint ton objectif ou tu l'as pas atteint. Vraiment du binaire, quoi. C'est la Ouais, dualité de la matière. Par contre, qui tu es devenu, bah, ça, tu as le choix en fait. C'est quoi qu'il arrive à la fin de la compétition, j'aurais gagné en sérénité, j'aurais gagné en excellence, j'aurais gagné en concentration. Mais on leur demande de noter trois identités sur lesquelles ils peuvent se raccrocher ouais. dans les moments de difficulté. Et après, autrement, classiquement, bah, c'est plus arriver à identifier toutes les peurs, peur de se noyer, peur de faire ça et d'aller dépolariser tout ça et se dire que ça fait partie du prix à payer de la discipline. Tu vois, personnellement, j'essaie de me détacher complètement de tout ça et de me dire, mec, c'est qu'un jeu. Et c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais des fois, je balance aux copains, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, et on chante comme ça, tu vois, pour se Bah ouais. détacher complètement de l'objectif, parce que des fois, on voit des freedivers qui sont, mais en mode ultra top, concentré, tu vois, silence absolu. Et des fois, j'ai remarqué que faire un peu le con avant de partir, ça relativise tout ça et Ouais. c'est facile, quoi. Ouais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien faire les cons et tout juste avant, et ça leur permet, c'est une méthode pour eux de gérer le stress. Il y en a d'autres qui préfèrent être dans leur bulle. C'est vraiment trouver ce qui fonctionne pour soi, quoi. Il n'y a pas trop de recettes magiques. Bah, en tout cas, Pierre, j'espère que ça serait sympa. J'aimerais bien t'offrir une initiation d'apnée en Égypte ou à Paris. Ça pourrait être sympathique de te rencontrer physiquement et de t'accompagner sur de l'apnée statique ou de l'apnée profondeur. Bah, avec grand plaisir. Surtout que moi, j'adore l'eau, donc en Égypte, ça me va très bien prévu d'aller en Égypte de toute façon pour plonger en bouteille, par contre, mais pourquoi pas s'initier à l'apnée. Ouais, tu verras. Commencer l'apnée, c'est l'adopter, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, Pierre, est-ce que j'ai envie de conclure cette interview avec une citation
Quelle est ta citation préférée et pourquoi? Ah, bah, ouais, la citation préférée, c'est celle qu'on a à l'Académie de haute performance. C'est l'important n'est pas ce que je sais, mais qui je deviens. Dans le sens dans le sens où, pour moi, cette phrase, elle résume vraiment tout. On s'en fiche des résultats qu'on a, on s'en fiche de ce qu'on fait. L'important, c'est l'être humain de plus en plus complet, qui s'aime et qui s'accepte de plus en plus inconditionnellement derrière ça. Et ce qui rejoint à la citation après de Gandhi, qui est soit le changement que tu as envie de voir dans ce monde. C'est-à-dire que, avant même de vouloir changer l'extérieur, bah, c'est nous-mêmes. Enfin, le monde extérieur est le reflet de qui on est. Et du coup, plus on va apprendre à accepter, reconnaître, accepter, aimer les parties de nous chez nous, plus on va apprendre à les reconnaître chez les autres aussi, et bah, plus on évolue dans le bien-être et la gratitude, quoi. Super, bah merci Pierre en tout cas. Avec grand plaisir, Julien. Ce que je retiens de mon échange avec le préparateur mental Pierre David, c'est l'impact de la culture française sur le mental des sportifs et des entrepreneurs. Combien de fois nous avons entendu ou même prononcé des phrases comme « Il se prend pour qui lui? Il a trop la conf. Putain mais c'est ouf comment il se la pète. Tu vas pas réussir, c'est trop ambitieux. Reviens sur terre mec. » Cette mentalité, bien ancrée, finit par brider les esprits qui cherchent à se réaliser. Elle étouffe même parfois nos personnalités. Mais comme le dit si bien Pierre, mon rêve est tellement important pour moi qu'il est plus fort que le regard des autres. Cette phrase, je la trouve magique, donc je vais la répéter. Mon rêve est tellement important pour moi qu'il est plus fort que le regard des autres. Et c'est là qu'on sent son corps, sa voix, son énergie incarner ce rêve, au point de s'engager pleinement dans l'action. Oui, pour réussir, il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Personnellement, je préfère être aimé pour qui je suis vraiment, plutôt qu'aimé ou mal aimé pour une version de moi qui ne me ressemble pas. Alors, n'ayons pas peur de passer pour des arrogants, n'ayons pas peur d'être critiqués et de ne pas être aimés. N'ayons pas peur d'assumer nos objectifs, de les incarner, de les revendiquer publiquement. Emmerdons sérieusement la peur du jugement. Parce qu'au fond, on sera toujours jugé et critiqué, alors autant que ce soit pour qui on est vraiment. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite d'incarner la meilleure version de vous-même. Si vous aimez la Freediving Family, le podcast 100% apnée, abonnez-vous, partagez les épisodes à vos amis, dans vos clubs d'apnée, même dans vos clubs de plongée bouteille. Vous pouvez devenir tipeur à partir de 1 € par mois, vous retrouverez le lien dans ma bio sur Instagram. Et surtout, mettez la tête sous l'eau, plongez, immergez-vous, amusez-vous dans l'océan. Vive le sport, vive l'apnée, vive l'incarnation de nos rêves, amour, paix et COD. C'était Juju pour la FF. Ciao.